C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, on va aujourd'hui essayer de réfléchir à Godot peut-il et comment peut-il remplacer Unity. Allez-y, allez-y. L'idée, c'est que moi, je suis pas forcément un expert de Godot. Par contre, je m'y connais très bien en jeux vidéo. Ça fait maintenant une dizaine d'années que j'en fais, notamment 5-6 à faire du code sur différents langages comme du Axe, de l'ActionScript 3, pour ceux qui en ont déjà fait, qui était en gros du Flash, du JavaScript, d'Unity et un peu de Godot. Et l'idée, c'est que j'aimerais apporter un peu un angle aussi de, si on veut que ça avance, parce que moi j'aimerais bien utiliser Godot, mais il reste encore des problèmes, et en termes d'industrie et d'utilisation, on va dire un peu plus mainstream, il reste encore beaucoup de soucis qui font que c'est encore dur d'adopter à 100%, même pour une boîte Donc moi j'ai une boîte d'une dizaine de personnes, et même pour une boîte comme nous, c'est compliqué de se dire comment on fait pour adopter des nouvelles technologies. Et de toute façon, l'idée c'est aussi de se dire qu'est-ce que nous on peut peut-être un peu aussi faire pour pouvoir guider Godot dans un sens, vu que c'est un outil collaboratif. Déjà, la première question qu'on a le droit de se poser, c'est Godot doit-il remplacer Unity? Dans le sens où c'est aussi parfois sain qu'il y ait plusieurs alternatives. Mais clairement, aujourd'hui, le monde du jeu vidéo, tout ce qui est open source, dans pas mal de domaines, c'est encore assez compliqué. Donc typiquement sur les moteurs propriétaires, type Unreal Engine, Unity, Game Maker, ce genre de choses, ça empêche une ouverture du code assez forte. Mine de rien, ça fait que quand on doit aller plonger dans les profondeurs d'Unity, on ne peut pas, et on est obligé de faire appel à un ingénieur qui coûte facilement 5 000 € pour 2 semaines. Donc ça pique un peu. Et aussi le côté accessibilité au monde entier. Mine de rien, quand on a des licences qui sont peut-être à 20-30 balles par personne, pour nous, en tant que Français, c'est pas forcément un gros problème. Allez-y, installez-vous, installez-vous. Pour nous, c'est pas forcément un gros problème, mais par contre, au fin fond du Pérou ou je sais pas quoi, ça peut être compliqué de pouvoir accéder à des moteurs de jeu pour faire des jeux vidéo. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de l'open source, évidemment. Et mine de rien, Unity, je ne sais pas si vous le savez, mais ils font partie aussi des grosses entreprises qui ont des gros cachets de la défense américaine. Donc tout ce qui est drone tueur, ce genre de choses, c'est assez sympathique. Donc bon, si on pouvait éviter de financer, en finançant Unity, l'armée américaine, ça serait aussi très sympa. Et puis voilà, donc Capital du libre, donc il faut bien faire des choses orientées autour du libre. Donc les 10 points, le premier, je vais essayer d'aller du plus obvious au moins obvious, même si bon, on va voir un peu, il y a des sujets un peu plus experts que d'autres. Je sais pas, qui a déjà vu ici des sources, que ce soit sur Unity ou sur un moteur de jeu qui datait de 2015. Moi, hier encore, je cherchais un truc sur Unity. La réponse sur Stack Overflow, c'est 2015, et forcément, il y a un côté historique où Godot va aussi avoir ce problème. Quand on va trouver des ressources ou en créer, il va y avoir de plus en plus de problèmes sur quelle est la version, quelle est la pertinence aussi de la personne qui a écrit cette ressource. Et évidemment, ça peut être assez intéressant dans plein de cas pour ouvrir les perspectives. Par contre, sur le côté stabilité aussi et pertinence de ce qui a été développé, ça peut parfois poser problème. Donc globalement, on va aussi lier ça à tout ce qui est les modèles économiques pour les assets et les plugins tiers qui sont développés pour les développeurs et développeuses de jeux, dans le sens où quand on a un plugin qui marche pas très bien et qui du coup on a du mal à trouver de la documentation autour de ça va être compliqué. Donc c'est le gros avantage de Godot, c'est déjà que c'est beaucoup mieux fait aujourd'hui. Par exemple, vous connaissez sûrement GDQuest, qui crée beaucoup de ressources autour de Godot. Et c'est que ça, c'est un aspect qui du coup permet à Godot on va dire, de remplacer un peu plus Unity, même si sur le long terme, il y aura exactement le même problème de référence et d'historique des différentes ressources. Donc ça, c'est un truc dont on va dire la communauté Godot devra aussi faire attention. C'est comment on fait en sorte que quand on trouve des informations, elles ne soient pas fausses, tout simplement. Et mine de rien, ça demande aussi de s'organiser. Moi, j'ai pas forcément de perspective pour dire comment on organise ça.
mais c'est une question qu'il faut se poser. Parce que, mine de rien, Internet oublie de moins en moins. Déjà, on trouve des ressources qui ont 5 ans, 10, 15 ans. Alors dans 20, 30, 40 ans, si Godot est amené à vivre aussi longtemps, comment on gère aussi cette notion de version, typiquement. La diversification et stabilité, c'est vrai que moi, à titre personnel, je fais que du jeu 2D et du jeu PC, PC et console. Et c'est vrai que tout ce qui est VR, XR, AR, mobile, etc., je m'en tamponne pas mal. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul à utiliser les différentes plateformes. Et mine de rien, c'est un des enjeux de Godot, c'est de pouvoir se dire, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais ça peut être super hot, il y a une version PC, une version VR. En tant que développeur, on a envie de se dire, et si je faisais une version connexe sur une autre plateforme, où ce qui arrive très souvent, ça va être PC puis console. Et mine de rien, c'est aussi une exigence qu'ont les gens depuis Unity de pouvoir faire différentes plateformes et différents exports disponibles. Donc un des enjeux pour lequel aussi Godot doit faire attention sur ça pour pouvoir espérer remplacer Unity, c'est la qualité stable sur les différentes plateformes. Par exemple, imaginons la version WebGL d'Unity en ce moment, elle est assez cassée, elle n'est pas mise à jour. Et c'est vrai que du coup, ça fait qu'on peut se dire c'est une voie possible. Et en fait, quand on travaille un peu dessus, on se rend compte qu'au fur et à mesure, c'est vraiment très très compliqué. Donc il y a un côté où, pareil, il faut aussi une structuration de quelle est la stratégie sur les différentes consoles. Et un truc que du coup, vous avez sûrement vu récemment, c'est du coup parmi les fondateurs de Godot, il y en a ils ont créé une entreprise qui s'appelle W4 Games et qui en gros permet de gérer tout ce qui est console. Les consoles, on y arrive. Donc le problème des consoles, c'est que les sources sont fermées. Pourquoi les sources sont fermées et pourquoi elles ne seront jamais open source, même si ça a été tenté par la Ouya, il y a un moment de ça, RIP. Le problème, c'est que PlayStation, eux, leur problème, ils ne veulent pas revoir ce qui s'est passé pour la DS. Qu'est-ce qui s'est passé pour la DS dans les années 2008-2010 ? Vous pouviez acheter je ne sais pas si vous souvenez des M3, vous pouvez acheter une petite cartouche, mettre une micro SD dedans et avoir l'instantanéité de tous les jeux du monde à disponibilité. Ce qui a tué complètement le marché de la DS, le piratage. Le piratage, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, c'est un autre débat. Mais en gros, PlayStation, Xbox, ils ne veulent pas qu'on puisse pirater leur console. Et pour qu'on ne puisse pas pirater leur console, même si les gens y arrivent quand même, du coup, les sources sont fermées. Sauf que, vu que Godot, c'était open source, ils ne peuvent pas avoir des sources fermées dans de l'open source. C'est pour ça qu'ils ont créé W4 Games, pour pouvoir aussi faire la transition entre une société, il me semble que c'est une société privée du coup, qui fait un peu la relation des sources fermées, mais qui assure quand même que légalement il y ait un espèce de passe-droit. L'autre chose importante de la console, c'est que c'est quand même un tiers du marché quasiment, et historiquement c'est une grosse partie du jeu vidéo. Et sur console, on voit quand même plus globalement de la typologie III et AAA. Donc III, c'est des gros indépendants, on va dire entre 1 million et 3 millions de budget. Et les AAA, c'est, on va dire, entre 3 et 50 millions. Et donc, en fait, si Godot arrive à faire le focus sur les plateformes et sur les consoles, ça permet aussi aux boîtes III, AAA de se dire là, on pourrait utiliser Godot, ça nous ferait économiser des milliers d'euros en licence. Globalement, c'est ce qui les intéresse, on va dire. Et aussi avoir le côté open source. Et donc, si les III et AAA peuvent se dire on peut utiliser Godot pour les consoles, du coup, ça va faire qu'il y aura plus de crédibilité. Et c'est un des trucs dont on parlera après. C'est le côté un peu killer app. D'ailleurs, je pense un des secteurs sur lequel Godot a une cartouche à jouer, c'est en gros, on a eu le Flash qui a drivé une grosse partie de l'industrie du jeu vidéo, on va dire il y a de moins 15 à 5 ans actuellement. Donc peut-être que Godot a une carte à jouer aussi sur le fait de dire on refait du jeu vidéo dans le navigateur de manière plus propre et plus posée. Et pareil, ça demande à ce que ce soit une stratégie assez assumée.
un des gros problèmes sur la transition aussi vers Godot, c'est qui arrive à faire du Godot aujourd'hui. Je sais pas si on fait un petit qui code en Godot, enfin qui code sur Godot ou utilise Godot régulièrement dans la salle par exemple. 3, ok. 3, 4, 5. Et est-ce que vous codez tous ou c'est plus que vous n'utilisez pas ou... Je sais pas, par exemple, qu'est-ce qui vous a freiné dans l'utilisation de Godot récemment, on va dire? Pour moi, ça ne peut pas aller en prod. Ça ne peut pas aller en prod. Ouais. Bah, y a de ça, et c'est vrai que le fait de savoir aussi produire des jeux vidéo professionnels pour Godot, ça vient pour moi aussi du fait que quand tu n'as pas assez de gens qui savent utiliser le moteur, pour pouvoir le patcher, le mettre à jour aussi, vu que c'est open source, ça empêche la progression du moteur en lui-même. Donc, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit les étudiants et les étudiantes, ils apprennent Godot sur leur cours. Oui. Excusez-moi, pour les profanes, ne pas aller en prod, ça veut dire... Ah oui, pardon. En fait, ouais, ça veut dire que c'est très bien Godot pour développer des produits, faire des trucs rapidement. Il y a plein de fonctionnalités. Mais alors, le peu que j'ai utilisé, par exemple, il y a d'énormes problèmes de perte. Alors, je parle de Godot 3, qui est la version officielle release actuellement. Moi, quand je l'ai testé, je crée les jeux aussi. Mais il y a de gros problèmes de perte. Et du coup, dans les jeux que j'essaye de faire, j'ai besoin d'un truc qui tourne à 60 fps sur un PC moyen. Quoi. Et du coup, ça me freine. Donc, c'est le côté performance. Il y a le côté performance. Il y a peut-être pas que ça, parce que c'est le premier qui m'a choqué. Et qui, du coup, je ne suis pas allé plus loin. Après, j'utilise de temps en temps pour faire des petits trucs, mais pas des jeux commerciaux. En gros, sur un PC, en 3D, ouais. En gros, sur un PC, tu as une machine de guerre, tout roule, tout va bien. Sur une Switch, tu commences à aller sur du matériel beaucoup moins puissant. Et là, tu peux avoir des choses qui tournent très bien sur PC ou qui vont très vite à charger. Mais après, une fois que tu es sur Switch, là, c'est catastrophique. Et du coup, tu as des jeux qui ont vraiment abandonné déjà sur Unity le portage. Alors, si sur Godot, où ils ont encore moins d'expérience, qui a moins d'optimisation, etc., ça va être encore pire. Et donc, c'est là où les perfs et aussi la vitesse d'itération. En gros, sur Unity, quand tu appuies sur Play, ça te met 10 secondes à lancer. Donc, quand tu fais ça 50 fois par jour, tu perds un temps monstre. Et Godot, pour l'instant, c'est un des trucs qui est très bien, c'est que ça va beaucoup plus vite. Mais si au fur et à mesure qu'on contribue et qu'on enrichit le moteur, ça devient de plus en plus lent. Là, ce sera déjà trop tard, parce qu'on aura déjà perdu toute l'optimisation. Donc, une composante assez importante, c'est que les pros comme moi, on est déjà un peu trop vieux pour se dire on va passer un mois à apprendre que du Godot. C'est pas grave, on n'a pas de loyer à payer, machin et tout. Et il y a un côté où, en plus, quand on a un studio de 10, 15, 20, 30 personnes, on peut facilement figer entre 5, 10, 15, 20 personnes à faire que de l'apprentissage pendant un mois. Donc c'est là où potentiellement les étudiants ils vont aussi être très novateurs et porteurs et porteuses de nouvelles choses sur ce domaine. C'est de dire moi je connais déjà Godot, si vous voulez que je vous forme, j'ai appris sur mon temps libre, pourquoi pas aider aussi à faire une transition au sein de la boîte. On voit ça dans l'animation par exemple sur Blender, où en fait on a des 200, 300 animateurs et modélisateurs qui savent faire que du 3ds Max. Du coup, pour faire migrer tout ça, c'est impossible. Et pareil, ça doit être une stratégie de Godot de se dire comment on fait en sorte que des professionnels puissent aussi faire la transition. Donc l'éducation, on va dire, la formation et la pédagogie en général, c'est très important. Et le fait qu'il y ait énormément de ressources, quand même, aide beaucoup. Mais ça n'est pas tout. Donc les killer apps, c'est quoi une killer app? C'est sur une console. Vous avez un jeu qui sort et qui fait la grande majorité des ventes. Par exemple, sur Switch, c'est Breath of the Wild. Sur PS4, PS5, ça va être Uncharted, Last of Us, ce genre de choses. Et l'idée, c'est que les killer apps, c'est ce qui va être connu du grand public et qui permet de se dire, bon, ce jeu-là, il a été fait sur tel moteur, ça montre que ce moteur, il est viable et qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire des vrais jeux vidéo. Pour l'instant, Godot n'en a pas encore. Je ne sais pas si vous connaissez Dome Keeper. C'est un gros hit indé sorti récemment. Et il a été fait sur Godot et c'est une bonne nouvelle parce que c'est le premier jeu 2D, on va dire, gros hit indé
qui permet de montrer que oui, on peut faire des jeux avec Godot et oui, on peut en vendre des palettes, ce qui reste important. Je vous ai mis quelques exemples et c'est vrai que mine de rien, Unity a pas mal souffert du côté la fenêtre Made with Unity et derrière un jeu dégueulasse fait à l'arrache. Donc je sais pas s'il y a ça sur Godot, je me souviens plus trop. Il y a la fenêtre, ouais. Donc ça peut aussi impacter. Donc ça, faut un peu faire attention à ça aussi. On va dire le côté mettre en valeur le portfolio. D'ailleurs, c'est très cool d'ailleurs ce qu'ils font sur Godot parce qu'ils essaient aussi de mettre à jour régulièrement ces showreels. Et ce qu'on oublie aussi, c'est qu'en termes de moteur, vous avez sûrement jamais entendu parler de Luminous Engine. Et pourtant, c'est un Français qui l'a fait. Sur Final Fantasy XV, où en gros, mine de rien, les moteurs, c'est des énormes investissements pour toutes les boîtes de AAA et III. Donc le fait qu'on puisse faire aussi de nouveaux jeux et des jeux plus ambitieux avec Godot, eux, ça va les intéresser parce que du coup, il y a un peu plus de portes qui s'ouvrent. Jusqu'ici, c'est bon, ouais. Vous avez mis l'image de Fortnite. Ouais. Ça a été fait avec aucun de ces logiciels. Je ne l'ai pas mis. Ah j'ai oublié Unreal Engine, désolé. C'est Unreal Engine, du coup, j'ai oublié. En gros, la killer app de Unreal, c'est Fortnite. C'est pour lier aussi les deux, du coup. Mon mauvais pour cet oubli. L'optimisation, donc ouais, en gros, si demain Godot est trop lent, c'est qu'il sera un peu trop tard. Dans le sens où aujourd'hui Godot, ils ajoutent des features, c'est très bien, ça s'améliore, c'est cool. Mais si un jour demain on commence à voir que Godot est aussi lent qu'Unity, ça veut dire qu'il faudra faire de longs mois d'optimisation qui vont un peu aussi ralentir la machine. Pour moi, c'est assez, ça va forcément arriver à un moment, mais c'est là où le côté rajouter des features encore et encore, sans prendre le temps de l'optimisation, ça peut être dangereux. Je connais pas assez bien tout le pipeline open source de Godot pour ça, donc j'espère que c'est quelque chose qui est pris en compte. Mais c'est vraiment essentiel, tu vois, on parlait de mettre en prod. Si un jeu Godot il peut pas tourner à 60 fps sur console, ça va être très compliqué. Donc j'en ai un peu parlé déjà aussi, tout ce qui est vitesse et qualité d'itération, grosse différence entre PC et console et la nécessité d'un 60 fps constant sur console. Moi je sais pas vous, mais Godot est quand même assez encore un peu dur sur tout ce qui est UI, utilisateur interface utilisateur et expérience utilisateur. Dans le sens où si on veut aussi que Godot remplace Unity, il faut améliorer ça, il faut que ce soit vraiment très bien, il faut qu'il y ait des améliorations qui soient faites de manière cohérente et progressive et fréquente, parce que ça va faciliter la transition depuis Unity. Typiquement, c'est un des gros sujets de débat, c'est est-ce qu'il faut le C# mono dans Godot, etc. Quelle est la transition pour ça? L'idée, c'est que si nous, par exemple, en tant que boîte, on a, 5 codeurs qui connaissent déjà tout le C# et qui doivent réapprendre un langage de programmation en même temps qu'un nouveau moteur, ça va être vraiment être difficile à mouvoir. Donc c'est là où pour moi c'est important, mais je comprends aussi qu'on puisse se dire on peut avoir de la dette technique en essayant toujours de recoller les morceaux entre le C# et le GDScript. Donc pour l'instant, ça s'améliore au fur et à mesure des versions, mais pour l'instant c'est pas encore super fluide. Donc ça, on attend vraiment qu'il y ait un effort aussi de stratégie pareil de cette accessibilité. Un des trucs importants aussi, c'est que comme dans toute communauté, il y a un peu des stars de la communauté. Donc là, par exemple, j'ai mis John Carmack, Rami Ismail, on peut compter pour Deep Night, ce genre de choses. Donc vous connaissez peut-être pas tout le monde, mais l'idée c'est qu'il y a des gens qui ont pas mal d'influence dans le milieu. Notamment John Carmack, il a créé une grosse base des jeux 3D d'aujourd'hui, avec pas mal de travail sur des moteurs, notamment ID Software. Et l'idée c'est que ces gens-là qui vont valider avec une énorme expertise technique aussi la base qui se profile derrière Godot, c'est ça qui va donner de la crédibilité de manière plus globale, pour se dire aussi, là, les studios, imaginons, je sais pas, un gros studio comme du Ubisoft, s'il y a un expert comme John Carmack qui valide et qui dit « Ah ouais, Godot, c'est trop bien, il y a telle feature, ou là, c'est optimisé au poil, machin et tout », ça va vraiment changer les choses. Et je pense que c'est aussi un des trucs qui a été bien fait côté Blender,
c'est le côté maintenant tous les experts de la 3D voient que Blender c'est très en avance par rapport au reste, donc c'est important aussi d'avoir tout ça. Et mine de rien, c'est pourquoi aussi je parle des grosses entreprises, c'est que il faut de tout. Pour moi, il faut pas être naïf sur le fait que il faut aussi que ces boîtes-là voient leur intérêt à ce que Godot se développe. Et c'est par exemple ce qui s'est fait beaucoup sur Blender, donc notamment Ubisoft, Google, Microsoft et Adobe font partie des sponsors de Blender. Et l'idée aussi, c'est que si nous, on bénéficie aussi de cet impact, ça peut que nous aider aussi à faire des jeux qui soient encore plus ambitieux, encore plus cool, et dans des meilleures conditions. Donc voilà. Et pareil aussi, mine de rien, ces sponsors, ça fait aussi des articles de presse qui font que Godot est connu encore de plus en plus à l'international et gagne en crédibilité. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi c'est pas déjà fait sur Godot, ce côté sponsor et tout? C'est une question. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Mais... De quoi? Ils en ont quelques-uns. J'ai pas trouvé. Une dette liée au fait que leur structure, c'est un truc du droit d'Amérique du Sud, ou je sais pas quoi, Ok. qui fait qu'ils n'ont pas d'une fondation Ah oui. le droit de recevoir. Enfin, c'était compliqué. Ouais. Leur statut juridique, entre guillemets, qu'ils avaient au départ, Ok. ils étaient, je crois, pas mal limités là-dessus. Ok. Ils travaillent dessus, hein, mais ça a changé. Mais Récemment, ils ont fait une fondation. ouais, justement. Il y a une fondation Godot aussi, Maintenant, comme Blender. Ok. D'accord. Depuis un mois, ok. Ouais, ça c'est clair que c'est cool parce que mine de rien, pour faire des moteurs. En fait, en gros, on ne connaît pas très bien l'historique des moteurs en France ou en Europe ou dans le monde. Mais par exemple, il y avait eu une grosse initiative de l'État il y a 10-15 ans pour créer un moteur de jeu français. Et ça n'a pas réussi, mais c'est très très difficile aujourd'hui de créer un moteur. Et il faut aussi qu'on ait de la diversité dans les moteurs de jeu, parce que si Unity meurt demain, comme ça peut arriver quand des milliardaires rachètent ce genre de choses, beaucoup de gens vont perdre leur emploi, beaucoup de choses vont s'arrêter, beaucoup de productions vont être ralenties, et ça serait dommage, en tout cas à mes yeux. Donc c'est bien qu'ils continuent sur cette voie-là. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour contribuer à cette transition? Ça peut paraître un peu démago, mais c'est vraiment l'idée de l'open source. C'est en tant que communauté, qu'est-ce qu'on fait? Faire des killer apps, prendre le risque aussi. Mine de rien, que ce soit des plus petits indés ou des plus gros indés, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire il y en a marre d'Unity et de leur hégémonie aussi sur tout ça. Et il faut qu'on prenne vraiment des risques financiers aussi, pour se dire, on va vraiment collaborer et contribuer pour le futur aussi, parce que les choses ne se construisent pas toutes seules d'elles-mêmes non plus, quoi. Donc soutenir financièrement aussi, ça reste important. Et contribuer, je pense qu'il y a aussi peut-être un truc, je sais pas, vous connaisserez peut-être mieux que moi, il y a un côté où des fois l'open source peut être assez orienté sur la contribution sur le code, surtout sur le jeu, mais ça manque un peu de manière de contribuer, je sais pas, sur de la UI, UX, gestion de communauté, etc. Donc je pense qu'il y a encore des choses à faire là-dedans avec contribuer, mais pas avec que du code. Et voilà, je voulais aussi avoir votre avis. Je ne sais pas quelle heure il est. Oh, parfait. Voilà, merci d'avoir écouté et avoir un peu votre avis sur qu'est-ce qui, pour vous, pourrait faire que Godot remplace Unity. J'ai pris plein de notes. Je pense que, Ou des questions. Hein. Ouais, des questions sur ce que disait Mathias. Je pense que beaucoup de gens attendent la version 4 pour voir déjà Ouais. ce qui va sortir au niveau perf, au niveau render pipeline qui a été entièrement refait, etc. Donc je pense qu'il y a une grosse attente de la communauté là-dessus. Ouais. Après, tu parlais de la preuve sociale. Et alors, Godot regarde beaucoup ce que fait Blender. Et je trouve que Blender a très bien joué depuis très longtemps en ayant une bonne partie de ses équipes qui soient des graphistes. Ouais. Et qui fassent des films open source pour finalement valider ce que fait le bureau d'à côté en dev. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque à Godot, qu'ils aient une équipe qui fasse des jeux avec, quoi. Ouais. Ok. Du coup, c'est le début de W4 Games. Ça commence tout juste. Donc, ouais. Moi, il me semblait que W4, c'était pas mal orienté portage et console. J'ai l'impression que c'était
Ouais. montage et tout ça. J'ai pas trop lu entre les lignes qu'ils allaient faire des jeux avec, mais peut-être que j'ai peut-être mal regardé. Ils font des jeux Voilà. avant, mais des jeux internes qui utilisent un Godot pour Ah oui. ajouter directement dans le soft skin. D'accord. Et moi, du coup, c'était plus sur la partie preuve sociale, justement, Ouais. où Blender joue très bien en sortant des courts-métrages open source qui sont faits avec Blender et qui est disponible pour le grand public derrière. Et Ouais. c'est la preuve sociale peut-être qui manque à Godot. Bah, je pense que la grosse différence, c'est que dans l'animation, tu peux difficilement faire des longs métrages tout seul, alors que des jeux vidéo, tu peux les faire quasiment tout seul. Et tu vois, Dome Keeper, ça va leur pas empêcher de sortir et de faire un bon jeu derrière. Donc je pense que c'est un peu moins un problème. Mais voilà, je pense que c'est clair que ça reste important sur ça. Et le côté avoir des graphistes, peut-être là, ce serait plutôt avoir une super équipe UX pour quasiment tout refaire et que ce soit vraiment super clean. Parce que, en fait, c'est le cœur de bataille d'un game engine, c'est l'UX, surtout quand il y a une interface, et après l'architecture, quoi. Donc, oui, l'UX, c'est l'accessibilité, l'ergonomie, la facilité de prise en main aussi, ce genre de choses. D'autres questions ou d'autres remarques? Sinon, oui. Alors déjà, disclaimer, je suis pas utilisateur de Unity, je suis pas utilisateur de Valentine. Ok. Je suis pendant longtemps, donc je ne peux pas rester avec Unity, j'ai resté avec Unity. Donc voilà, je peux dire que vous aviez très vite. Ouais. Donc première réaction, c'est par rapport à la performance. Ouais. L'interrogation concernant la performance. Donc si jamais vous jouez lent, ça risque de poser des problèmes dans cette notion. Et justement, moi je travaille en développeur dans le monde propriétaire, il y a toujours une course en banc des fonctionnalités, du coup on a toujours des bancs de fonctionnalités sans jamais Ouais. le cœur qui grossit, qui est lent, qui passe. Ouais. Et avec Godot 4, pourquoi est-ce qu'on a créé la version Godot 4? À la base, c'était parce que le moteur de rendu n'est pas suffisamment souple pour implémenter le plan. Ouais. Et à partir de ça, on s'est fait du factoring, à partir de ça, Mmh. on a quitte à faire de la factoring, on va faire un large pour rationaliser les performances et permettre des évolutions futures. Ouais. Je trouve que c'est impressionnant de la part de leur système de gouvernance de prendre des risques sur le terrain Ouais. pour stabiliser et rationaliser un moteur. Ouais. Donc moi, je suis plutôt, je respecte en fait le système, je suis impressionné qu'il y ait une telle réflexion, une telle possibilité pour penser le long terme. Ouais. Ça, je pense que c'est un avantage de l'open source par rapport au propriétaire. Ah oui, oui. Dans Blender, on avait la même chose dans le Git, ils ont reconstruit le moteur. Alors pareil, on peut dire l'interface est Ouais. ils ont refait tout le moteur from scratch Ah ouais. pendant 5 ans. Ça. Et ça, c'est des trucs qu'on ne retrouve pas ailleurs, clairement, parce que regarde, c'est pas l'évolution de Photoshop, là, Mmh. c'est C'est vrai que s'il manque une slide, c'est sûrement sur la gouvernance et la prise de décision. Parce que clairement, il y a eu beaucoup de problèmes sur Unity, notamment le choix de faire de la défense, le choix d'aller vers de la pub mobile, etc., qui n'est pas forcément un grand vecteur d'utilité, on va dire. Donc c'est sûr que oui, en termes de gouvernance, ça marche plutôt bien. Donc tant que ça reste comme ça, c'est très cool. Mais ouais. Deuxième réaction sur l'UI UX. Alors moi, je ne suis pas utilisateur de Unity, je vois pas ce qui pose problème dans l'UI et l'UX de Windows. Ouais. Je n'ai même pas compris si c'était l'ergonomie de l'outil ou des jeux qui posent des problèmes. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, ce qui m'a fait encore une fois sur ce projet, c'est que l'éditeur Godot est un jeu Godot. Mais toute la richesse de l'UI et de l'UX de l'éditeur, toute cette richesse est permise par la boîte à outils qui nous est possible et accessible pour faire un jeu. Ouais. Donc justement, quand on voit le nombre de composants, quand on voit le nombre de boutons, quand on voit le nombre de la manière de possibilité de s'organiser, communique sur des outils avec des outils. Ouais. Donc en fait, tout le contracteur d'une question, est-ce qu'on peut préciser de quelle limite on parle, qu'est-ce qui ferait le niveau utilisateur et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Parce que moi justement, je suis En fait, le problème de l'UX, c'est que quand tu t'y habitues, tu peux t'habituer à de la merde. Et du coup, tu peux dire, c'est vachement bien. En fait, il y a ce truc, c'est un peu pourquoi tout le monde n'utilise pas Linux aujourd'hui, parce que l'UX, elle n'est pas terrible. Donc, il y a un côté où, en fait, il faut arriver à se mettre à la place des gens qui vont utiliser le moteur en tant que nouveau et nouvelle personne. Et c'est compliqué, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a plus de souplesse sur comment ça va être fait aujourd'hui. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure. Bon, là, je parlais vraiment de l'UX, de l'outil en lui-même.
C'est un truc tout con aussi, mais par exemple, quand tu vas faire des éléments d'interface, sur Unity, par exemple, tu vas avoir des standards en termes de sliders, de texte, d'input, etc. Et globalement, ces standards, ils permettent aussi d'harmoniser tout ce qui est interface dans les jeux en eux-mêmes. Donc c'est un peu ça, c'est aussi, tu vois, c'est avoir de plus en plus de standards qui permettent de créer rapidement et facilement. Et pas forcément que ce soit des standards monolithiques que tu puisses pas diverger, mais qui puissent te permettre d'aller facilement créer une première production. Tu vois, par exemple, l'UX qui m'a le plus frappé, c'est j'ai essayé d'installer C# pour utiliser Mono. Bah, il y avait 10 000 options, je ne savais pas laquelle prendre. Et au final, le truc, il marchait à moitié. Les signaux, ils ne marchaient pas, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'était lié à GDScript plutôt que le C#. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est ce qui est cool dans l'open source, c'est la diversité des options. Par contre, ça fait que derrière, ben, quand on démarre et qu'on apprend un nouvel outil, ça prend de plus en plus de temps. Et en fait, c'est cette friction-là qui permettrait à Godot de remplacer Unity aussi, c'est combien de temps ça prend en tant que personne qui a utilisé Unity de venir faire un nouveau jeu sur Godot et de manière assez professionnelle aussi, quoi. Parce qu'apparemment, c'est très bien aussi pour les designers, mais la spécificité d'un game engine, enfin d'un moteur de jeu, c'est tu as des développeurs, des designers, des sound designers. Typiquement, il ne me semble pas qu'il y ait encore énormément d'outils sur le sound design dans Godot. Mais sur Unity, il n'y en a pas beaucoup non plus, donc ça va. Mais voilà, c'est un peu ça aussi, c'est faire en sorte que tous les domaines de métier puissent mettre la main à la pâte. Donc voilà, c'est pas mal de choses différentes, l'UX, donc c'est assez dur à déterminer. Ça peut être aussi tout ce qui est outil cœur, tout ce qui est profiler, par exemple, pour analyser les performances. Donc quand tu as un jeu qui rame et que tu n'as pas assez d'outils pour analyser pourquoi il rame, ça peut être un gros problème. Ensuite, moi, je pense que honnêtement, je n'utilise pas encore assez pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'il y a de la bonne et de la mauvaise UX encore dans Godot. Mais de ce que je vois, ça s'améliore assez rapidement. Donc, je pense que c'est encore que c'est sur une bonne voie. Hein, mais bon, il y a encore du travail. Moi, si je peux répondre Ouais. par rapport à ça, j'ai fait 6 ans d'Unity avant de passer sur Godot. Ouais. J'ai pu relancer Unity derrière. Ouais. Parce que sur Unity, il y a 5 ou 6 façons de faire différentes dans l'interface. Ouais. Qui n'ont rien à voir, c'est même pas le même workflow en fait. Et dans Godot, c'est le même workflow répété partout. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Par exemple, c'est 5-6 manières différentes de faire. Si tu as un développeur, un graphiste, un sound designer qui veulent faire un jeu, est-ce qu'il n'y a pas une de ces méthodes qui va plus correspondre à quelqu'un? Tu vois, il y a aussi ce côté, la grande force d'Unity, ça a été de dire, bon là, vous pouvez faire du JS, du C#, du Boo, des trucs dans tous les sens, vous pouvez faire du Visual Scripting. Et ça, mine de rien, ça fait que le moteur devient accessible parce qu'on peut avoir plein de portes d'entrée. Et ça, Godot le fait aussi, mais il y a ce côté, bah oui, le même workflow, c'est intéressant, mais il faut pouvoir se dire, il n'y a pas que des codeurs qui vont utiliser Godot. Donc ça ensuite, je ne sais pas encore, si tu utilises plus que moi, je pense que tu le vois aussi plus en pratique. Hein. Mais on peut avoir tendance, je pense, dans le côté un peu open source et tout, à se dire, ah bah c'est un outil, super outil. Par contre, il n'y a que les codeurs qui l'utilisent, quoi. Bon, ça c'est encore à développer. Bah ouais, je sais pas. Ensuite, ouais, ensuite on parle à une audience. Enfin, je sais qu'en disant ça, j'ai trigger la moitié de la salle, hein, évidemment. Dans Godot, tu as des templates qui sont tout faits. Tu prends, moi j'ai contribué à Escoria. Là, on a fait un template pour les illustrateurs qui font du motion graphics, par exemple. À partir du moment où tu as un dev qui bosse une semaine pour faire 10 boutons tout près avec les mecs qui disent ça, cliquez là pour avoir leur truc, une liste déroulant pour dire ça jamais que ça ne fait pas. Alors c'est sûr, ça demande un peu de réflexion, mais en même temps, la marge n'est pas forcément vraiment. Bah, de toute façon, C'est un mythe de dire un logiciel, ça convient avec nous. bah, ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que c'est. Ils n'arrêtent pas de sectionner tout en micro-logiciels, parce que les logiciels qui font tout, ça marche tout en fait. Il y a des cibles, en fait, des secteurs bien particuliers avec des séries de fonctionnalités très limitées. Ouais, ça, je pense que c'est un débat assez large, mais. Vas-y. Moi, je veux juste rebondir. Vas-y. Je suis graphiste et je fais du développement depuis 20 ans aussi. Mais
par exemple, tout à l'heure, quand on est réflexion sur GIMP, ben, moi, personnellement, j'utilise Photoshop. Hein. J'utilise pas GIMP. Hein. Et je sais que ça a évolué, mais là, pour le moment, je ne comprendrais pas pourquoi je fais ça sur GIMP. Pourtant, je sais que je peux faire plein de trucs. Mais quand on parle de UI de l'application, par exemple, bon, après, peut-être c'est des habitudes. Hein. Ouais. C'est possible. Mais en tout cas, pour moi, je ne passerai pas. Et par rapport à Godot, j'ai voulu y revenir il y a quelques semaines justement, et ce qui m'a le plus dérangé, c'était que j'avais pas en fait un template vraiment avancé en fait. Ouais. Quelque chose, je sais pas, un platformer 3D, un truc qui marche bien. Et je suis allé sur GitHub, j'en ai téléchargé plusieurs, hein, parce que j'en ai trouvé plusieurs. Mais le plus avancé que j'ai trouvé, j'ai réussi à le lancer tout bien, mais il ramait en fait. Ouais. Et ça m'a vraiment embêté. De ne pas trouver au moins un template avancé, un jeu, ne serait-ce que 3 niveaux de plateau, je sais pas, un truc qui me permette de... Et ça, j'ai pas trouvé. Et ça, Ouais. ça j'ai trouvé ça dommage. Pourtant, j'adore, le marketplace, c'est super. Il y a plein de codes pour faire plein de petits trucs, mais il n'y a pas quelque chose, un sample vraiment fort en fait. Ouais. Voilà, D'accord. Il n'y a pas de quoi? De killer sample. Bah, mine de rien, c'est un truc. Hein. Et en fait, l'objectif de l'UX, c'est pas que l'interface, c'est aussi de se dire c'est quoi le parcours utilisateur ou le parcours d'une utilisatrice. Et c'est de se dire, bon, bah, à quel moment, par exemple, toi, t'es graphiste, tu as eu envie de voir un projet abouti de A à Z. Et bah, du coup, ça fait partir du parcours utilisateur. Et c'est aussi de se dire, bah, différentes personnes de différents horizons veulent quelque chose. Donc ensuite, on peut se dire que c'est idéaliste de vouloir tout faire avec un logiciel. Ensuite, Unity y arrive aujourd'hui, donc je pense que ça va être aussi un peu l'objectif de Godot. Sinon, Godot, ils n'auraient pas fait VR, AR, XR, tout ça. Ils auraient juste fait de la 2D et puis c'est tout, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté d'être plus accessible et plus ouvert. Mais l'UX, ça fait partie aussi de tout ce qu'il y a avant, et aussi la psychologie, on va dire, d'un utilisateur. Par exemple, on se dit, ah bah GIMP, c'est pas assez ergonomique, etc. Pourtant, il y a Krita, il y a d'autres outils. Mais qu'est-ce qui font qu'on va se dire à un moment, on fait la transition? Et ça peut être typiquement en termes de communication, moi je fais beaucoup de communication, ça peut être communiqué autour de comment on fait la transition de A à Z, ou qu'est-ce qui est mieux dans Krita que dans Photoshop, par exemple. Donc il y a des choses aussi, la pédagogie à faire auprès des gens qui sont bloqués psychologiquement pour faire la transition de A à B, quoi. Donc il faut aussi, je pense, prendre ça en compte dans le tout. C'est plus une remarque, mais Godot, en fait, je pense que c'est un projet relativement jeune. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça va s'améliorer avec les années qui passent. Ouais. Je pense que rien que le fait qu'on se pose la question est-ce que ça peut remplacer Unity, c'est que c'est gagné, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'on commence à regarder de près ce qui s'y passe. Ça rappelle un peu le Blender qui a 10 ou 15 ans. Complètement. À l'époque, il n'y avait pas de moteur de rendu digne de ce nom, moderne, on va dire, en lancer de rayon. Et on voit ce que Blender est en train de devenir actuellement. Donc c'est plutôt bon signe, parce que je pense que les équipes de Godot regardent de près comment fonctionne les instances. Bah, heureusement qu'il y a Blender dans le développement de Godot, on va dire. Ouais. Donc je pense que voilà, qu'est-ce qui ferait que Godot puisse remplacer Unity? Je pense que c'est une question de maturité et voilà. Ouais. Et que ça va dans le bon sens, je pense. Clairement, c'est pour ça que moi je mets un peu en garde sur le côté. À partir du moment où ça va laguer, il faudra faire attention, parce que là il y a un temps aussi de décalage où il faut faire attention à ce côté performance, parce que dans le jeu vidéo c'est essentiel, quoi. Ouais. Moi, je pense un peu aux intelligences artificielles. Ouais. Ouais. La création d'assets. Ça va peut-être être. Il y a des graphistes qui sont pas contents là. Ouais, mais c'est un sujet, tu vois. Bah, Photoshop commence à inclure. Enfin, je sais pas si c'est Photoshop exactement qui commence à inclure des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de problèmes de Lego, etc. Enfin, des problèmes Lego, etc. Donc, puis tu vois, je sais pas, il y a en quelle forme le store Godot? Ça se passe comment? Je connais pas très bien, mais. Il y a un store Godot comme un asset store d'Unity? Il y a un marketplace? Ouais, parce que ça, c'est aussi important de pouvoir, tu vois, créer des plugins qui sont bien financièrement pour pouvoir contribuer, on va dire, à l'écosystème global.
Je pense qu'il devrait y avoir les deux, tu vois, des trucs qui vont dans le moteur principal et des trucs qui sont en externe, etc. Mais je pense que ça fait partie aussi du... Blender a pas ça jusque-là. Ouais, Tu vois, ok. il y avait les Blender Market et tout ça dans les trucs, mais c'est des boîtes externes en fait qui s'occupent de ça. Quoi. Oui, donc ça existe quand même. Donc ça existe, mais c'est pas porté par le. Ok. Ouais, ouais. Donc, Faciliter l'intégration. une facilité d'intégration, bah, c'est prévu aussi par le market, enfin par le. Justement, dans Godot, tu peux télécharger des exemples très rapidement aussi. Donc, Ouais. je suppose qu'il y a toutes les API pour que si jamais il y a quelqu'un qui veut lancer un marketplace payant sur des assets Godot, puisse le faire rapidement, je pense. Ok. Bah, je sais pas si on doit fermer un moment ou quoi. Parce qu'on pourrait continuer pendant des heures. Merci.